Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on termine donc Cœur de patrimoine pour cette semaine en parlant des marchés. J'ai le plaisir d'accueillir Hortense Lacroix. Bonjour Hortense. Bonjour Cédric. Pour Montpensier-Arbevel. Période un peu particulière parce que évidemment tout le monde regarde Trump et autres. Tout le monde regarde aussi les questions géopolitiques, les questions politiques. Enfin, comment est-ce qu'on évalue cette situation actuelle sur nos marchés financiers? Alors on va beaucoup s'intéresser à l'Europe bien sûr, mais... C'est une situation très compliquée qui se traduit par beaucoup de volatilité sur les marchés. Pour l'évaluer, il faut avoir le cœur bien accroché et essayer d'avoir une vision, je pense, un petit peu long terme pour se sortir de l'actualité, parce qu'on a vraiment des séances à +2, suivies de séances à -2. Je pense qu'il faut vraiment essayer de s'extraire de tout ça et de voir un petit peu est-ce qu'il y a oui ou non des ruptures assez franches dans cet univers d'incertitude assez nourri. Justement, les principaux moteurs, que ce soit de croissance ou alors les défis qui sont plus à surveiller, et vous en avez 2-3 par-ci, 2-3 par-là, qui sont vraiment sur le dessus de votre bureau chaque matin Bien sûr, alors depuis le début de l'année 2025, on a commencé avec les tarifs, puisque la deuxième mandature de Trump est arrivée avec l'idée de généraliser des droits de douane avec tous ses partenaires commerciaux, puisque c'était pour lui sa façon de financer un certain nombre de dépenses. Donc la priorité, c'était de surveiller un petit peu qui seraient les victimes, qui pourraient bien s'en sortir. Donc parmi les sociétés qui produisaient aux États-Unis, quand ils vendaient aux États-Unis, qui finalement n'étaient pas riches parce que n'étaient pas aux États-Unis. Donc on a commencé un petit peu avec ce jeu de qui gagnera, qui perdra dans la guerre commerciale. Et puis ensuite, on est arrivé avec la diplomatie Trump qui était quand même assez inattendue, puisqu'elle est d'un radical assez perturbant. Donc une optionnalité sur la fin de la guerre en Ukraine, une optionnalité sur le Moyen-Orient, on ne sait pas ce qui va se passer avec la Chine, donc énormément d'incertitudes, tout ça assez difficile à anticiper. Et puis quand même, le point assez positif qui se dégage de tout ça, on en parlera je pense, c'est l'Europe qui du coup a une chance incroyable pour prendre en main enfin son destin politique. Justement, juste pour s'attarder un tout petit peu sur la question de Trump qui effectivement focalise pas mal d'attention, est-ce qu'on arrive à se projeter, enfin pas à se projeter parce qu'il est parfois ou même souvent imprévisible, mais est-ce qu'on se dit les répercussions vont forcément être à long terme parce qu'il renverse la table, ou est-ce qu'au contraire c'est un peu du jour le jour, parce qu'on voit aussi que parfois il change d'avis, il suspend des taxes qu'il avait mises l'avant-veille, enfin bon bref. Comment est-ce qu'on arrive à appréhender ça un peu? On se dit parce que la gestion, c'est du long terme aussi, c'est pas du day trading. C'est une excellente question parce que le premier mandat Trump, tel qu'on l'avait connu la première fois, est quand même très très différent de ce deuxième mandat Trump. Il arrive beaucoup plus préparé, beaucoup plus radical, sur une rhétorique America First qui est quand même bien plus avancée, bien plus aboutie que celle du premier mandat. La bourse a du mal à savoir sur quel pied danser, d'où la volatilité dont on parlait. C'est vrai que on impose des tarifs, puis on n'y va pas avec le dos de la cuillère, sur des montants considérables. Et puis finalement, on va donner un petit peu de temps, et puis finalement, on va revenir en arrière sur les tarifs. Donc on a l'impression plutôt d'un jeu de caprice initialement que d'une stratégie très bien pensée sur le long terme. Mais pour autant, il faut adapter sa stratégie d'investissement. Absolument. Et puis pour autant, il prévient les marchés que oui, il y aura peut-être quelques petites turbulences, mais c'est pour aller vers du mieux. Donc il a quand même une stratégie à plusieurs coups apparemment. Sur les marchés, ce qui est assez au-delà des tarifs, on a quand même un effet inflationniste qui a complètement perturbé les prévisions des économistes sur la zone, sur l'ensemble du monde, puisque les tarifs auront un effet inflationniste et que les taux longs, la BCE a beau faire tout ce qu'elle peut en baissant les taux courts, les taux longs ne veulent pas baisser parce qu'effectivement, on craint pour l'inflation. Et côté US, ça a des effets évidemment beaucoup plus inquiétants puisque le consommateur commence quand même à se poser des questions sur de quoi sera fait son lendemain. C'est sûr qu'il y en a qui l'ont entendu critiquer Biden parce qu'il avait fait de l'inflation. On va voir comment il digère l'inflation signée Trump. Quels sont selon vous un peu les secteurs justement qui en ce moment sont les plus résilients ou ceux qui ont le plus de potentiel de croissance en Europe? Vous nous disiez tout à l'heure que finalement on pouvait peut-être aussi tirer notre épingle du jeu dans cette nouvelle donne mondiale. Complètement. Alors, si on s'en tient juste à ce qui s'est passé déjà depuis quelques trimestres, il y a évidemment la défense qui s'en est bien sortie, puisque
La grande rhétorique de Trump, c'est que tout le monde doit réarmer. Si tout le monde doit réarmer, il faut bien acheter les armements quelque part. Donc, un secteur qui était déjà assez tiré par le conflit ukrainien se voit encore faire l'objet de prévisions et de visibilité sur des années, puisque ce 3% de PIB à dépenser en défense correspond à des budgets considérables en termes d'armement et autres. Donc, le secteur de la défense est une exception, quelle que soit la conjoncture. On a le secteur des banques qui s'en sort très très bien, alors en partie parce qu'effectivement les taux longs ne baissent pas, donc tous ceux qui avaient imaginé que les banques avaient eu leur moment et puis que ça allait retomber, en sont pour leur grade, puisque finalement les banques ont une profitabilité qui est exceptionnelle et qui a l'air d'être durable. Et puis alors on parle de complètement autre chose quand on parle de le moment allemand qui est peut-être en train de se dessiner depuis les élections allemandes. Mais c'est-à-dire que la donne change complètement de l'autre côté du Rhin. Mais complètement, c'est exceptionnel. On avait l'impression que c'était Picsou qui voulait pas lâcher. On a vraiment la conviction chez Montpensier Arbevel qu'on est sur quelque chose qui va être un game changer pour plusieurs années devant nous. Si on reprend un petit peu la perspective historique, l'Allemagne, avant la grande crise financière, avait une croissance bénéficiaire qui était largement celle des États-Unis. En fait, on avait un pays qui était prospère, qui avait une belle croissance économique. Post-crise, post-grande crise financière 2009-2010, cette règle d'or se met en place d'un désendettement qui, en fait, recycle tous les excédents commerciaux allemands, qui sont considérables, 5-6% du PIB, recyclés en remboursement de dette. Donc, pendant que les États-Unis, la France, l'Italie avaient des dettes publiques qui dépassaient les 100% du PIB et qui massivement en fait avaient un effet de relance budgétaire, on avait cette Allemagne qui s'imposait une diète c'était la fourmi, quoi. Extrêmement durable, et ça a divisé par deux la croissance bénéficiaire. Donc on avait beau répéter en termes de marché, le marché européen n'est pas cher, le marché action européen n'est pas cher. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a aucun intérêt pour les investisseurs internationaux. Or là, qu'est-ce qu'on nous annonce ? C'est majeur. On nous annonce quasiment une relance. Si on prend simplement les plans d'infrastructure et les plans de défense qui ont été annoncés, c'est 1% quasiment du PIB allemand pendant 10 ans qui va être dépensé. Donc on a un effet de relance budgétaire considérable. Et c'est de nature à soutenir vraiment un redémarrage économique européen ? Complètement. Alors l'Allemagne, c'est un peu moins d'un tiers, c'est un peu moins de 30% du PIB européen. Donc vous faites un effet de relance d'1% du PIB par an pendant 10 ans, vous avez quand même un élan considérable qui devrait se diffuser à l'ensemble de l'économie américaine. Donc on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Pour ne pas aborder l'aspect politique aussi, qui est que si effectivement Trump a dit clairement qu'il ne voulait plus assumer la sécurité de l'Europe et que les Européens prenaient en main leur destin politique en termes de défense, on a peut-être enfin une Europe qui va créer une entité économique. Si cette dynamique existe et se met en place, on aime bien avoir des repères, des clignotants à regarder, etc. Quels sont un peu les indicateurs qu'il faut s'habituer à avoir en tête pour constater, mesurer, valider cette dynamique ? Mais rien de très compliqué. La croissance... La relance budgétaire doit créer une croissance de la zone. Donc, en fait, simplement, croissance de PIB, des indicateurs avancés. On avait une dichotomie qui était assez intéressante en Allemagne. On avait d'un côté des indicateurs avancés qui étaient en dépression complète. Et finalement, certes, l'Allemagne était en dépression technique depuis quelque temps, mais c'était du zéro moins. Finalement, il n'y a jamais eu de vrai plongeon. Donc, on avait l'impression qu'il y avait plus un consommateur qui était complètement déprimé qu'une économie qui réellement, dans ses fondamentaux, allait si mal que ça. Par rapport évidemment à tous les chocs qu'elle a dû emmagasiner, puisque ses débouchés chinois se sont fermés, les taux ont augmenté, l'Ukraine a considérablement augmenté, la guerre en Ukraine, considérablement augmenté le prix de l'énergie. Donc par rapport à tous ces chocs qu'elle a emmagasinés, finalement ça allait pas si mal. Donc moi j'ai envie de dire, regardons les indicateurs avancés, les croissances macroéconomiques, et puis ça va forcément se répercuter sur les croissances bénéficiaires des entreprises. Du coup, comment on traduit tout ça en tant que gérante ? Finalement, c'est vraiment votre spécialité, cette zone Europe. Quels conseils vous avez envie de donner aujourd'hui aux épargnants, aux investisseurs ? Bien sûr, avec une connotation patrimoniale. On n'est pas, je le répète, dans le day trading, mais voilà, pour naviguer de façon opportune dans cet environnement nouveau. Je pense que c'est pas du tout fini. En fait, ce qui fait très peur, c'est la volatilité. On a quelques journées où ça monte très très fort sur l'Europe, très très fort sur l'Allemagne.
Et finalement, je comprends que pour un particulier, on se dise, oh là, est-ce que c'est pas déjà terminé? Est-ce que c'est pas déjà pricé? Ouais, est-ce que j'ai pas raté le train, quoi? Voilà, l'Europe était en retard, mais ça allait tellement vite que finalement, elle a déjà fait plus 10 year to date, elle a considérablement rattrapé par rapport aux États-Unis. Donc moi, je pense que si on se resitue dans une perspective historique et qu'on se dit, ça fait 15 ans que l'Europe sous-performe, ça fait plus de 3 ans que les indicateurs avancés européens sont en dessous de 50, donc en zone de contraction, et que enfin on met une incitation, alors qui doit être confirmée politiquement le 13 mars et le 18 mars, mais si vraiment ce catalyseur politique est mis en place, je pense qu'on a quelque chose de très long et qu'il ne faut pas avoir peur de se réexposer sur la zone Europe parce qu'on n'a rien vu encore. Et du coup, comment est-ce que votre maison, comment est-ce que Montpensier Arbevel se positionne pour tirer profit, on va dire, parti de ces tendances qui émergent en Europe ? Alors, on a déjà une gamme qui est assez européenne, une partie des fonds qui sont internationaux, une partie des fonds qui sont plus européens. Sur les fonds européens, ce qui est frappant, c'est que les indices ont monté depuis le début de l'année avec quelques petits secteurs, ce dont on discutait. Ça a monté sur la défense, ça a monté sur le luxe, ça a monté sur les banques. Mais le fond de la cote n'a absolument pas monté. Alors, si vraiment on est confiant sur un mouvement de fonds et des flux qui reviennent, les plus petites capitalisations boursières sont celles qui sont les mieux à même d'aller capter ça. Et alors là, on est en sous-performance très très forte depuis 2018. Un énorme retard à compenser. Merci beaucoup, Hortense. Merci, Cédric. Hortense Lacroix, donc gérante Action Europe chez Montpensier Arbevel. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Patrimoine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.